Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Chapitre 1er. La pensée relationnelle en sociologie. Pertinence, concordance et dissonance. La sociologie relationnelle offre au moins 3 promesses. La première repose sur l'hypothèse selon laquelle nous pouvons améliorer notre compréhension de la vie sociale en étudiant les relations entre les interactants. Cette affirmation peut sembler banale aux sociologues qui connaissent les microsociologies, aux nombreux anthropologues, historiens, sociopsychologues et bien d'autres. Cependant, cette même affirmation est presque une hérésie pour les collègues qui proposent des explications macro-sociologiques où des entités sociales larges et externes déterminent les individus. Au-delà de cette vieille querelle, l'essentiel est que la sociologie relationnelle nous rappelle que, lorsque nous parlons de société, de structure sociale, de culture ou de choses sociales, lorsque nous établissons des corrélations entre les variables, indépendantes et dépendantes, telles que la pauvreté et la déviance, lorsque nous insistons sur l'importance du pouvoir et de l'autorité, nous ne pouvons pas nous contenter d'une simple analyse de la situation. Lorsque nous insistons sur l'importance du pouvoir et des inégalités sociales, ou lorsque nous essayons de résoudre un problème social ou d'aider un groupe opprimé, quoi que nous étudions et quelle que soit la manière dont nous le faisons, le mode de production des phénomènes sociaux est basé sur les relations entre les interactants. En plus de montrer que la pensée relationnelle a toujours été présente en sociologie, les affirmations suivantes librement inspirées de G. Simmel, M. Weber, H. Becker et B. Latour illustrent le type de vision du monde issue d'une approche relationnelle. Une société est le terme général désignant l'ensemble des interactions spécifiques. Les inégalités sociales renvoient à des pratiques de fermeture sociale par lesquelles certaines personnes empêchent d'autres personnes d'accéder aux ressources. La déviance découle de processus d'étiquetage dans lesquels certains acteurs déclarent d'autres acteurs comme déviants par le biais de processus tels que les plaintes, les enquêtes et les procès. Le monde social de l'art est constitué par les relations entre les artistes, les producteurs, les critiques, les instruments de musique, le public, les projecteurs, les microphones, etc. La sociologie est l'étude des associations. Là encore, les sociologues relationnels sont attentifs aux relations spécifiques, à partir desquelles les sociétés, les inégalités sociales, les déviances, etc. émergent, se transforment ou disparaissent. Nos théories, concepts et méthodes devraient nous permettre de voir ces interactions processuelles en devenir. Bien sûr, il existe d'importants désaccords entre les sociologues relationnels sur les pouvoirs causaux des modèles sociaux une fois qu'ils ont émergé. Certains pensent qu'ils ont des pouvoirs causaux sur les individus, d'autres non. Certains d'entre nous se concentrent principalement sur les régularités sociales. Par exemple, voir E. Erickson et J. Fischer dans ce manuel. D'autres incluent tout type de processus sociaux sans faire de priorité. Cependant, et dans l'ensemble, presque tous s'accordent à dire que tout ce qui se passe provient des relations sociales entre les interactants. Le monde est relationnel et processuel, et plus qu'un slogan. Ce mode de perception est le fondement des hypothèses, des concepts, des méthodes et des observations relationnelles, car une fois de plus, nous pensons que c'est ainsi que de multiples champs sociaux, champs interactionnels, réseaux, figurations, systèmes sociaux ou mondes sociaux sont produits, transformés et détruits. Implicitement ou explicitement, les sociologues relationnels supposent que ces types de vision du monde et d'analyse relationnelle peuvent améliorer notre contrôle sur la vie sociale humaine. Elles peuvent nous aider à traiter des problèmes sociaux spécifiques. C'est la deuxième promesse de la sociologie relationnelle. Devenir plus conscient que tout ce qui se passe dans notre vie sociale provient de nos interactions, tout en présumant que cette conscience relationnelle peut
peut améliorer notre vie sociale. Dans cette logique, nous augmentons notre conscience du fait que, même si les inégalités sociales sont répandues dans ce monde, et même si des modèles sociaux existent, aucun d'entre nous ne contrôle entièrement les processus sociaux ou n'est simplement déterminé par les modèles sociaux existants. Puisque les phénomènes sociaux sont les produits de multiples personnes interdépendantes et de leur interaction, nous contribuons tous à produire, changer ou détruire des modèles sociaux que nous appelons institutions, structures sociales, systèmes sociaux ou sociétés. Et à moins que le champ social ne soit composé de très peu d'interactants, comme des couples ou des conversations, nous ne pouvons pas changer ou détruire les phénomènes sociaux seuls. Nous ne pouvons pas agir seuls sur des phénomènes sociaux composés de multiples interactants, comme une grande entreprise ou un empire, en les créant ou en les détruisant. L'utilisation de notre agence est également une affaire relationnelle. C'est pourquoi les concepts plus ou moins similaires tels que les relations, les associations, les assemblages, les réseaux, les figurations, les interactions ou les transactions sont au cœur de cette approche sociologique. Évidemment, des ajustements et des raffinements seraient utiles au niveau conceptuel puisque ces notions proviennent de différentes théories ou approches préexistantes. Et des questions importantes doivent être réglées à différents niveaux, y compris au niveau méthodologique. Néanmoins, l'utilisation de ces principes et concepts, à peu près compatibles, révèle la nature globale du tournant relationnel en sociologie. Une approche sociologique n'est pas alimentée par des idées pures et platoniques, qu'un esprit libre pourrait trouver ou imaginer en dehors de la réalité. La connaissance est faite par des interactions entre de multiples coproducteurs. En d'autres termes, la sociologie relationnelle est un sous-domaine distinct au sein d'un domaine plus vaste appelé sociologie. Il s'agit d'un mouvement intellectuel lâche qui se produit à travers une constellation d'autres mouvements similaires que nous appelons école, tradition, paradigme, approche ou théorie. Comme d'autres groupes similaires, le mouvement relationnel est coproduit par des spécialistes qui visent à réformer la sociologie. En effet, les mouvements sociaux sont aussi des espaces cognitifs où de nouvelles visions du monde, des valeurs, des idées, etc. sont créées et diffusées d'après une étude des Teyerman et Jamison en 1991. Ceci nous amène à la troisième promesse de la sociologie relationnelle. Il s'agit d'un nouvel espace de délibération scientifique et de créativité où, en gros, nous sommes invités à discuter, réévaluer et reformuler nos visions fondamentales de l'univers social. Et où, sociologiquement parlant, les principes, idées et pratiques de base de la discipline sont discutés, réaffirmés, remis en question et reformulés. Comme nous pouvons le constater à la lecture de nombreux chapitres de ce manuel, cela signifie que nous revenons au fondement de la sociologie à travers la réinterprétation et de nouvelles critiques des travaux de fondateurs tels que G. Simmel, Karl Marx, G. H. Mead, M. Weber, M. Mauss, Durkheim, Tard. Et nous relisons et intégrons des philosophes tels que A.N. Whitehead, Michel Foucault et Deleuze. Nous devrions examiner attentivement les travaux de collègues relationnels d'autres disciplines. Certains seront identifiés plus loin dans ce chapitre. Et dans cet esprit relationnel, nous travaillons sur et avec les idées de sociologues contemporains tels que Luhmann, Elias, Bashkar, Bourdieu, White, Latour et Tilly. Des concepts existants tels que la notion d'agence ont été redéfinis de manière relationnelle par Amy Bayard, Mich en 1998 et Burkitt en 2016. Le prochain chapitre, l'équilibre entre controverse et discipline. Le processus compte autant que les résultats dans des mouvements tels que la sociologie relationnelle. Toute chose égale par ailleurs. Si le processus de délibération est bon, les résultats devraient être meilleurs. Si vous obtenez des résultats pertinents et stimulants, le processus devrait être plus dynamique.
Comme mentionné, il s'agit d'une expérimentation constante. En ce sens, les personnes qui arrivent avec la réponse ou qui la cherchent seront probablement frustrées. La sociologie relationnelle est un mouvement intellectuel et, en tant que tel, n'a pas d'autorité centrale. Il ne s'agit pas d'un parti intellectuel. Elle est le fruit d'interactions entre diverses personnes issues d'horizons différents qui sont généralement insatisfaites de certains aspects de la discipline et qui recherchent des changements. Comme tout autre mouvement intellectuel, il est fluide et relativement inorganisé. On retrouve le même type de fluidité au sein des mouvements relationnels dans d'autres disciplines. Par exemple, c'est ainsi que P. Wachtell, en 2018, présente la psychanalyse relationnelle dans son livre Relational Theory and the Practice of Psychotherapy. Il s'agit d'une coalition souple qui encourage la diversité des points de vue plutôt que de chercher à imposer une nouvelle orthodoxie. Mais cette diversité de sens introduit également une certaine confusion. Les étudiants en particulier ne savent souvent pas exactement ce que signifie être relationnel. Et les idées fausses les plus courantes sont potentiellement problématiques tant sur le plan théorique que clinique. Le problème réside en partie dans le succès même du mouvement relationnel, alors que le terme relationnel a été utilisé de plus en plus, de plus largement, ces dernières années. On a constaté une diminution correspondante du degré de communication d'un sens clair et sans ambiguïté. C'est peut-être le coût inévitable du succès. Les perspectives relationnelles sont devenues de plus en plus importantes dans le domaine de la psychothérapie. Et nous sommes arrivés à un point où beaucoup de gens veulent sauter dans le wagon de tête. De plus en plus de personnes utilisent le terme, parfois davantage comme un gage d'appartenance à un mouvement auquel elles souhaitent appartenir que comme une référence substantielle à un ensemble clairement spécifié de prémices théoriques et de pratiques. L'ondulation des significations rend une expression comme psychothérapie relationnelle moins qu'idéalement précise. Ces mots pourraient être utilisés pour présenter la sociologie relationnelle. En effet, l'étiquette sociologie relationnelle a été associée à de nombreuses théories et recherches basées sur des idées et des pratiques qui peuvent être très différentes. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. L'augmentation du nombre de spécialistes associés est une bonne chose pour les mouvements intellectuels, si elle ne met pas en péril la cohérence relative d'un certain noyau idéationnel et de ses pratiques connexes. Sinon, ces mouvements risquent de devenir des tendances à la mode auxquelles les spécialistes adhèrent trop facilement ou trop rapidement, sans avoir suffisamment de connaissances et de discipline par rapport à ces idées et pratiques centrales. Ce noyau peut être ouvert au débat et relativement lâche et mutable, mais il doit être connu avant de pouvoir être discuté et potentiellement modifié. Pour en venir au fait, l'un de nos principaux défis consiste à trouver le bon équilibre entre controverse et discipline. Nous devons constamment travailler sur le noyau idéationnel et ses pratiques connexes pour nous assurer qu'il produit des connaissances originales et utiles. Cet effort constant est nécessaire en partie parce que nous sommes confrontés à la tâche difficile de suivre la vie sociale hautement complexe et dynamique des êtres humains. Toute bonne théorie cristallisée devient non seulement rapidement obsolète. En fait, elle est en quelque sorte non pertinente dès le départ, car sa rigidité est en contradiction avec la fluidité des phénomènes sociaux. Depuis la périphérie de la sociologie relationnelle et avec d'autres, comme Bauman et Latour, ont fortement insisté sur cette question cruciale au cours des dernières décennies. Nous pouvons dire que la sociologie relationnelle devrait être considérée également comme un antidote à la rigidification des théories sociologiques. Par conséquent, la sociologie relationnelle est l'histoire sans fin de ce qu'a Touraine appelé l'historicité de la société, soit la capacité de la société à se produire elle-même. L'auteur préfère le terme l'historicité des multiples champs sociaux humains, mais l'idée est similaire. Prochain chapitre,
La pensée relationnelle dans diverses disciplines. Comme nous l'avons déjà mentionné, lire sur la pensée relationnelle en dehors de la sociologie peut certainement aider à comprendre ce qu'est la sociologie relationnelle. À cet égard, l'auteur propose quelques présentations introductives et incomplètes dans les pages suivantes. Celui-ci espère également que ces explications générales encourageront davantage de sociologues relationnels à consulter et à intégrer les travaux relationnels provenant d'autres disciplines, y compris ceux qui ne sont pas présentés dans les pages à venir. Petit 1. Une philosophie du processus relationnel. Nous pouvons commencer par la présentation accessible de l'obscure philosophie de A.N. Whitehead, Processus et réalité, proposée par C. Robert Messel en 2008. L'auteur montre comment Whitehead nous invite, avec de nouveaux concepts, à penser le monde comme profondément imbriqué, comme un processus relationnel toujours renouvelé, et comme cela peut changer notre façon de sentir et agir. Si A.N. Whitehead a raison, notre monde n'est pas un monde composé de substances dures et immuables qui subsistent inchangées sous toutes les apparences superficielles du changement. Ce doit être un monde dans lequel l'énergie éclate à nouveau à chaque instant, faisant écho à Héraclite, voire le radicalisant. Messel écrit « En effet, vous ne pouvez même pas marcher dans la même rivière une fois. La rivière change au moment même où nous y mettons les pieds et nous aussi. Certaines choses changent très lentement, mais toutes les choses changent. Ou, pour mieux dire, le monde n'est finalement pas fait de choses du tout si une chose est quelque chose qui existe dans le temps sans changer. Le monde est composé d'événements et de processus. Dans son manifeste relationnel, Emir Bayer, en 1997, présente une distinction ontologique similaire. Nous devons choisir entre une sociologie des substances, entre guillemets les choses sociales de Durkheim par exemple, et une sociologie des processus sociaux. Le tournant relationnel en sociologie renvoie à la tentative de percevoir, définir, étudier, etc. Les phénomènes sociaux comme les processus sociaux fluides plutôt que comme des substances sociales solides et déterminantes. Nous parlons ici de visions du monde opposées qui ont été prédominantes dans notre culture occidentale. Il peut être difficile, psychologiquement parlant, d'adhérer réellement à ce type de changement de mode de perception. En pensant de cette manière processuelle et relationnelle, la recherche apaisante et rassurante d'êtres durables, comme les dieux, les lois mécanistes, structures sociales solides, culture et société, etc., est abandonnée et nous réalisons que nous vivons dans un état constant de devenir. Tout bouge et change, même nous, et souvent de manière précaire ou destructive. En d'autres termes, le primat platonicien de l'être, ou le monde du changement n'est qu'une pâle copie d'un royaume de forme éternellement immuable et rejeté. Le théologien et la conception rassurante selon laquelle Dieu était l'ultime réalité immuable ont également disparu. Il en va de même pour la perception cartésienne et dualiste selon laquelle le monde est composé de substances physiques et mentales, notamment d'âmes humaines qui existent indépendamment et restent inchangées malgré les changements. Rien n'est plus garanti si ce n'est des métamorphoses sans fin. Aussi excitante qu'elle puisse être intellectuellement et peut-être politiquement parlant, cette vision du monde a un prix élevé, l'anxiété. Il s'agit d'une nouvelle logique qui peut être difficile à accepter puisque les sciences modernes ont été construites pour accroître notre niveau de contrôle sur les phénomènes grâce à la découverte de lois universelles. Au lieu de cela,
nous apprenons que nous pourrions être en mesure d'améliorer dans une certaine mesure notre contrôle des phénomènes sociaux si nous acceptons qu'ils sont fondamentalement et toujours impermanents. C'est encore pire pour ceux qui cherchent des histoires modernes rassurantes. Il ne s'agit pas simplement de nous libérer de traditions anciennes et récurrentes en utilisant notre raison pour créer une société parfaite, stable et équilibrée. Il s'agit plutôt de la vision d'un univers où l'interdépendance remplace la liberté. Un univers fait de chaînes d'interaction imprévisibles, incluant les inévitables conséquences involontaires de l'action. La présence d'interactants menaçants, les tueurs aux virus et aux astéroïdes, par exemple, et, là encore, l'anxiété. En tant que praxis, la pensée relationnelle peut être difficile à accepter pour une autre raison connexe. Elle est une invitation à une transformation pragmatique et profonde de nos habitus et de nos comportements. Par exemple, nous sommes invités à penser et à agir comme des entités interdépendantes alors que de nombreux désirs modernes et postmodernes sont fondés sur le contraire. Une quête d'indépendance pour les individus, les travailleurs, les nations, les femmes, les gays, les lesbiennes, les minorités, etc. Le pouvoir devient relation et interdépendance lorsque nous sommes habitués à la voir comme un objet, un capital, que nous pouvons acquérir et utiliser pour atteindre nos objectifs. Comme nous l'avons déjà remarqué, la modernité s'est fondée sur l'idée de progrès et d'utopie, alors que le mode relationnel de perception de la réalité est basé sur un sentiment de vulnérabilité ontologique. Il y a la vérité dérangeante que nous sommes des êtres fragiles, temporaires et interdépendants, et une invitation connexe à nous orienter de manière moins égocentrique si nous ne voulons pas nous détruire mutuellement et rendre notre environnement plus dangereux. Toutes les formes de vie sont composées de relations et fonctionnement en relation dynamique avec tout le reste. Les champs d'interaction comprennent les vastes étendues de l'univers, la danse infime des particules subatomiques et le niveau familier de perception que nous connaissons sous le nom de vie sur Terre. Tout est un jeu, dépendant de créativité à chaque fraction de seconde. Rien n'existe de manière isolée, d'après une étude de Spretnak en 2011 et 2012. Par conséquent, lorsqu'elle est effectuée correctement, la pensée relationnelle conduit à des questions importantes et à des changements potentiels dans toutes les disciplines où elle est appliquée. Prochain chapitre, la pensée relationnelle en archéologie. Fondamentalement, en archéologie, l'émergence de la pensée relationnelle conduit à une compréhension des peuples du passé et des animaux, plantes et choses avec lesquelles leur vie était enchevêtrée, d'après une étude de Watts en 2013. L'une des idées centrales de l'archéologie relationnelle est aussi le rejet typique des dualités abstraites et immuables des ontologies modernistes. Et une fois encore, l'accent est mis sur les relations entre des entités diverses et concrètes, peuples, animaux, plantes et choses, qui sont impliqués dans de multiples processus fluides et dynamiques et qui sont également considérés comme substances, faisant écho aux distinctions transactionnelles proposées par G. Dewey et Bentley en 1949. Et peut-être ce que Doucet appelle intraction, Watts utilise les travaux de la biologie, Haraway, pour expliquer comment nous nous développons à travers les relations avec nos partenaires, humains et non humains, dans un état d'interdépendance constante. Ces perspectives mettent souvent en évidence les transactions, les traductions et les transformations qui s'opèrent entre humains et non humains, par opposition à l'analyse des effets d'interaction entre des entités préexistantes et autonomes. D'une manière générale, cela se traduit par une préoccupation pour les relations elles-mêmes, les liens plutôt que les nœuds, les actions plutôt que les substances, en considérant comment diverses formes émergent et évoluent ensemble à travers l'espace et le temps, en retraçant les chemins contextuels et contingents le long duquel ces formes apparaissent.
Au lieu de remplir les espaces catégoriels des récits dualistes assortis, la pensée relationnelle déplace notre centre d'intérêt analytique vers les façons dont les entités considérées comme des processus plutôt que des existences qui s'entremêlent. Ceci est illustré de manière lucide dans le travail de la biologiste Donna Haraway, dont la théorie du cyborg en 1985, et les concepts de culture de la nature et d'espèces compagnes en 2003 et 2007 bouleversent la vision traditionnelle des animaux non humains. La théorie de Haraway, dont la théorie cyborg, propose une refonte riche et nuancée des relations qui aboutissent à des catégories ontiques, humains et chiens. En tant qu'humains, nous nous développons relationnellement avec nos partenaires dans le monde par le biais d'un processus que Haraway, en 2007, appelle le nouage vivant. En bref, la vie est considérée comme un flux continu d'interactions. Les dualismes modernistes sont rejetés, comme nous l'avons vu précédemment. Nous trouvons une critique anti-essentialiste des substances basée sur une pensée processuelle et relationnelle, ainsi que l'idée que nous changeons constamment comme tout le reste. L'affirmation selon laquelle la perspective égocentrique n'est pas une perspective universelle, mais une conception occidentale de la personne, comme l'a expliqué l'anthropologue Goeritz, est réaffirmée. Et nous trouvons également l'idée que le sens et la connaissance proviennent d'expériences spécifiques de l'être dans le monde. Ce qui signifie que nous rencontrons, expérimentons et comprenons les choses de manière spécifique et relationnelle dans un champ de possibilités élaboré. Chapitre suivant. La pensée relationnelle en psychologie. En psychologie, nous pouvons trouver la pensée relationnelle dans différentes approches et théories. L'auteur commence par la version de la psychologie relationnelle de la Gestalt-thérapie fait par Jacob et Isner en 2009. Ici encore, la perspective du « moi » isolé et égocentrique est abandonnée. Et une fois de plus, le dualisme cartésien entre le sujet et l'objet est rejeté, comme le remarque Stallman dans son chapitre Gestalt relationnel 80. Faisant écho à Whitehead et aux philosophes pragmatiques, Stallman ajoute que le soi est pensé en termes de processus. Le soi n'est pas dans l'esprit, mais dans le système de contact à la frontière entre le moi et le non-moi, entre l'organisme et l'environnement. Comme indiqué, l'idée de champ multiple et importante pour représenter l'univers dans lequel nous vivons. L'expérience du soi est constituée dans l'expérience des configurations et reconfigurations continuellement changeantes du champ, organisme, environnement. Le soi devient dans la résolution expérimentée de l'existence relationnelle. En ce sens, la nature de l'être est relationnelle et malgré les limites imposées par les interdépendances, il existe un potentiel de croissance dans la mesure où nous réalisons que le « je » chevauche le « tu » plutôt qu'un « ça » tout au long de nos expériences respectives. L'idée centrale de l'intersubjectivité est que la mesure dans laquelle mes expériences personnelles, donc le moi, l'idée centrale de l'intersubjectivité est que la mesure dans laquelle la résolution permanente du champ organisme, environnement chevauche votre résolution équivaut grosso modo à l'influence interactive que ces deux processus exercent sur le processus de résolution du champ organisme-environnement. À l'influence, je rectifie, enfin, en écho aux théories sociologiques axées sur les propriétés structurelles d'interactions spécifiques en face à face. Stallman suggère que les approches gestalistes relationnelles
devraient également étudier ce qu'ils appellent le fondement relationnel de ces interactions. Plus précisément, il s'agit de se concentrer sur 3 facteurs: notre constitution biologique, la culture et le langage, qui confèrent des propriétés structurelles aux espaces relationnels, pour ainsi dire, au sein desquels les espaces de vie individuels sont imbriqués. Cette insistance sur les propriétés structurelles ouvre la porte à des discussions difficiles mais cruciales sur la façon dont nous devrions voir le contexte socioculturel de nos actions. Il existe ici un grand fossé dans la pensée relationnelle, comme ailleurs dans les sciences humaines et sociales, entre ceux qui accordent certains pouvoirs causaux aux structures sociales et aux cultures et ceux qui ne le font pas. Au-delà de l'approche gestaliste, relationnelle, Garden en 2009 est peut-être le plus célèbre penseur relationnel issu de la discipline de la psychologie. Il pousse à ses limites le principe d'interdépendance et le rejet des dualismes, ce qui l'amène à rejeter tout résidu de ce qu'il appelle la tradition individualiste, héritée des Lumières, une vision de l'individu comme étant singulier et séparé, dont les capacités de penser et de ressentir sont essentielles à la vie et dont la capacité d'action volontaire est appréciée. Là encore, le rejet de toute perspective égocentrique conduit à la pensée processuelle. Prochain chapitre, le noyau idéationnel de la pensée relationnelle. Le noyau idéationnel de la pensée relationnelle et de la sociologie relationnelle semble être composé d'au moins 5 idées ou principes. Au-delà des différences conceptuelles, une nette majorité de penseurs relationnels partagent ces principes ou idées générales d'une manière ou d'une autre. Pour de nombreux spécialistes ou approches liées directement ou indirectement à la pensée et à la sociologie relationnelle, comme expliqué dans une note sous le tableau 1, ces résultats proviennent des lectures propres de l'auteur qui sont des interprétations de lecteurs qualifiés de Émile Bayer, Tilly, Bourdieu et ainsi de suite. Ce tableau doit être considéré comme une ébauche publiée, utilisée pour lancer et faciliter des discussions plus approfondies. Chapitre suivant. Les pouvoirs causaux des structures sociales. L'auteur pense que la question la plus importante concerne les prétendus pouvoirs causaux des structures sociales. Elle peut être formulée en 1 ou 2 questions. Une fois qu'ils ont été créés par leurs coproducteurs, les champs sociaux, réseaux, figurations, systèmes sociaux, etc., ont-ils un quelconque pouvoir causal sur leurs coproducteurs? Plus précisément peut-être, les champs sociaux peuvent-ils s'auto-agir ou interagir avec leurs coproducteurs, ou devons-nous considérer ces champs comme des effets relationnels sans pouvoir causal sur leurs coproducteurs? C'est le grand clivage de la sociologie relationnelle. Le tableau 1 ci-dessous suggère que plus ou moins la moitié des sociologues relationnels ne reconnaissent aucun pouvoir causal aux structures sociales. Typiquement, les structures sociales ou d'autres phénomènes sociaux similaires, tels que les langues et les institutions, sont considérés comme des effets relationnels plutôt que comme les causes de certaines actions, désirs, habitus et ainsi de suite. D'autres sociologues relationnels opposent généralement les structures sociales aux individus. En bref, les individus doivent intérioriser ces structures préexistantes à travers les processus de socialisation. Les réalistes critiques insistent sur le fait que certains acteurs, à certains moments, peuvent utiliser leurs agences pour changer ces structures préexistantes. Cette controverse pourrait faire référence à la pertinence en sociologie de voir le monde du point de vue d'un ego et d'expliquer ses actions, ses désirs, son habitus, etc. Cela pourrait être la même question centrale à résoudre dans un avenir proche. Comme prévu, les sociologues relationnels qui voient des substances sociales pensent aussi typiquement que les structures sociales ont des pouvoirs causaux, alors que ceux qui rejettent les pouvoirs causaux des structures rejettent habituellement l'idée de substance sociale. Prochain chapitre. Le principe d'urgence.
D'une manière générale, l'idée ici est que la pensée relationnelle peut nous aider à prévenir les processus destructeurs dans lesquels nous nous blessons mutuellement et où endommageons les champs écologiques dans lesquels nous vivons. Il y a un sentiment d'urgence à cet égard. Une fois encore, les sociologues relationnels sont divisés. Cette question pourrait faire référence au rôle donné à la sociologie en termes de praxis. D'un côté, nous trouvons des sociologues relationnels qui pensent que la pensée relationnelle peut ou doit aider les êtres humains à faire mieux le plus vite possible. De l'autre côté, nous avons des sociologues relationnels qui ne croient pas que la pensée relationnelle puisse ou doive jouer ce rôle. Les discussions sur le rôle de la sociologie relationnelle dans la société pourraient être utiles pour définir le ou les buts de cette approche et pour déterminer si nous devons essayer de trouver une audience en dehors des salles de classe, des congrès et autres petits cercles d'intellectuels intéressés par la vie sociale. L'auteur pense que les sociologues relationnels pourraient contribuer à améliorer le projet d'une sociologie publique en insistant sur la notion d'interdépendance et de détachement. Des idées suggérées par Elias et d'autres bien sûr pourraient être très utiles à cet égard. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir, en espérant échanger avec vous de nouveau.